Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti, hop, je vous retiens 2 secondes avant de vous lancer dans la conversation que j'ai eue avec mon invité pour d'abord m'excuser parce que j'ai eu un petit souci technique sur cet épisode que je n'ai pas réussi à retirer en post-production et donc vous allez entendre durant tout au long de l'épisode des petits poc qui viennent de je ne sais quoi. J'arrive pas à isoler les ondes, j'arrive pas à les enlever. Tout le travail que j'ai pu faire ne sert à rien. Je pense que c'est un défaut de connexion sur mes micros. Donc voilà, je m'en excuse. J'espère que vous arriverez quand même à vous concentrer sur l'épisode et que ça vous gênera pas. J'ai préféré quand même laisser l'épisode parce que je le trouve très très intéressant. Donc autant en profiter. Et encore désolé de ce petit désagrément. Allez, l'épisode c'est maintenant. Et ben on est parti alors. Bonjour Serge. Bonjour François. Bon, merci beaucoup pour cet accueil parce que tu me reçois. Voilà, je fais la faute bien sûr. On venait de dire qu'on se tutoyait et je vous vois direct. Bon, merci beaucoup pour ton accueil sur Paris parce que tu m'accueilles ici. Pour expliquer un peu notre échange qui va venir, parce que dans le cadre un peu, j'aime bien donner un peu de contexte de comment on se connaît et d'où on vient. On s'est connus à travers une formation DPO que j'ai suivie et dont tu étais le formateur. Moi j'ai suivi cette formation et puis au cours de cette formation, tu as présenté un peu ton parcours professionnel et que j'ai trouvé très intéressant. Et je me suis dit il y a quelque chose à discuter, à comprendre du fait de ton parcours qui est un peu exceptionnel, un peu atypique pour la plupart des gens. Et je me suis dit que ça ferait un super épisode sur justement la prise de décision. Et du coup, on est là aujourd'hui et je te remercie de me recevoir. Mais avant de commencer, et les auditeurs ont l'habitude un peu de ce format et de cette question, je vais te demander, Serge, qui es-tu ? Ah, c'est une question un peu inattendue. D'abord, merci François de me donner le plaisir de cet échange. C'est la raison pour laquelle je préfère de beaucoup faire des formations présentielles, comme on dit, et non pas à distance, pour nouer des liens sympathiques avec les auditeurs. Hein. Et il est assez fréquent, effectivement, qu'après des formations, j'ai des contacts, mais jamais de cette nature. Voilà. Qui je suis ? C'est une question inattendue. Je suis pour aller dans le thème de notre rencontre, de discussion quand même, je suis un officier général de gendarmerie en retraite, en 2e section, comme on dit. Hein. Et depuis, je suis formateur en protection de données personnelles, parce que je me passionne pour le droit. À part ça, qui je suis ? Eh bien, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je vois pas grand-chose à dire de plus. Hein. Je peux peut-être pour préciser, aller plutôt dans le sens que tu évoquais, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça qu'on échange, le fait que j'ai une carrière atypique. Mais là, je vais faire la relation justement, François, avec la formation que tu as suivie comme délégué à la protection des données, DPO, comme on dit. Combien de fois n'ai-je pas dit dans le cours que le DPO doit être un mouton à 5 pattes. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir des compétences, bien sûr, en droit, mais aussi en sécurité informatique, en management, parce qu'il faut quand même organiser, et puis en relations humaines. Hein. Et c'est vrai que professionnellement, je fais un petit peu ça, parce que j'ai une carrière atypique qui me rend légitime, je pense, pour assurer ces formations. Hein. Et puis au passage, je te remercie aussi de m'avoir dit il y a juste 5 minutes que la formation que je t'avais dispensée a déjà été d'utilité dans ton métier. Justement peut-être sur le côté visionnaire qui a marqué ma carrière, ça peut paraître
paraître un peu prétentieux de le dire, comme ça, mais bon, j'ai du recul maintenant. Hein. Je me souviens, puisque moi j'étais plutôt en sécurité générale, puisque je suis un ancien officier général de gendarmerie, un peu sécurité informatique, puisque je suis ingénieur, mais passionné par le droit. Et je me rappelle, il y a 7 ans, quand j'ai dit, tiens, je vais me lancer dans le RGPD, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance. Combien de personnes m'ont regardé avec des yeux carquillés en disant qu'est-ce qu'ils nous racontent, voilà. Et puis on voit bien l'importance que ça a aujourd'hui. Voilà. C'est d'ailleurs un sujet, la reconversion dans le je veux dire, du service public à même du service de l'armée à l'entreprise est un sujet d'ailleurs très pour dire un peu quand j'ai fait mes recherches, et c'est intéressant, c'est quand j'ai fait mes recherches un peu sur ton parcours, le premier article que je suis tombé dessus, c'est Serge Caillé, une reconversion réussie dans le privé. Et c'est très marrant parce qu'il mettait vraiment en avant le fait que non seulement tu avais réussi une reconversion, alors en expliquant tout ton parcours, et d'ailleurs on va revenir dessus, mais également sur le fait que tu n'étais pas, comme tu le dis à juste titre, tu t'es pas reconverti par exemple dans un secteur un peu peut-être plus classique qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire la sécurité au sens général du terme, et plus dans la protection des données, des choses comme ça. C'est assez marrant. Voilà, merci de cette référence que les lecteurs pourront trouver facilement en allant sur le site, mon site LinkedIn, hein, enfin, ou sur Google, voilà, comme tout le monde fait. Ce que je veux juste te dire, c'est que cet article a été écrit par un camarade de promotion, puisque je suis sorti moi, de l'école polytechnique. Et il y a 5 ans, nous fêtions un anniversaire de promotion, enfin, peu importe, et il avait interviewé quelques camarades, dont moi-même. Et c'est vrai que il met effectivement ça en avant. Alors on peut quand même détailler pour dire que cette reconversion est réussie. D'ailleurs, je vais quand même dire que c'est pas facile. Le monde, je suis beaucoup plus dans la gendarmerie, dans l'administration, depuis 7-8 ans, enfin 8 ans maintenant, je dirais dans le privé. Ce sont vraiment des mondes différents. Et finalement, la reconversion est pas si simple. Hein. Et alors d'abord d'aller dans l'administration, dans le privé, mais je dirais que l'inverse c'est vrai aussi. Et pour l'inverse, moi l'exemple que je prends souvent, eh bien c'est par exemple on voit bien au niveau politique, souvent quand il y a la création de gouvernement, le Premier ministre met en avant le fait qu'il a pris des personnes issues de la société civile, donc des gens qui ne sont pas habitués au milieu politique. Et souvent, ça ne se passe pas très bien. Hein. Pourquoi finalement? Pourquoi? Parce que dans les milieux, il y a des codes différents, des manières de faire, et ce n'est pas si simple de s'adapter. Donc c'est vrai que ça a été, ma reconversion était compliquée, difficile, j'ai dû batailler. Ça m'a rappelé un peu quand j'étais étudiant. Je veux dire que j'ai été beaucoup aidé, parce qu'il faut savoir que dans l'armée, pour les officiers généraux, il existe une mission qui aide à se convertir. Et puis il s'avère que ma femme, qui est DRH adjointe, m'a beaucoup aidé, donc je lui rends hommage. Alors elle n'est pas là, mais comme tu le sais, François, pendant mes cours, je suis comme l'inspecteur Colombo, je parle souvent de ma femme. Hein, c'est vrai. Et donc je recommence. Bref, j'ai été aidé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que contrairement à une idée reçue, donc quand j'ai quitté la gendarmerie, j'étais général de corps d'armée, donc 4 étoiles, comme on dit, donc très généraliste. Hein. Et ce n'était pas si simple de se reconvertir, parce que j'étais habitué au management, puis sur la fin, je dirigeais quand même 6000 personnes, et finalement, dans une entreprise, c'est pas ce qu'on attend, hein, parce que les entreprises sont déjà managées, donc les managers sont en place, et on demande des spécialistes, et un officier général, comme son nom l'indique, est généraliste. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand j'ai quitté la gendarmerie, je suis rentré dans une entreprise de télésurveillance. C'est pas confidentiel puisque c'est sur mon site, en l'occurrence Scoothob. Et naturellement, mon patron m'attendait peut-être pour développer le business, comme on dit, avec un carnet d'adresses. Mais précisément, quand on est officier de gendarmerie, on n'a pas vraiment de carnet d'adresses. Hein, on évite d'ailleurs d'avoir trop de relations, entre guillemets, pour rester complètement indépendant. Hein. Bon, par contre, j'y étais utile, justement, par mon passé d'ingénieur, puisqu'il avait besoin d'un RSSI, responsable de sécurité et système d'information. Je ne suis pas informaticien, mais je me suis lancé là-dedans. Et je me suis lancé d'ailleurs dans l'aventure de la certification 27001. C'est comme ça que j'ai découvert le principe de merdification. Ce qui m'a conduit d'ailleurs après, en cheminement de pensée, sur la certification déléguée à la protection des données. D'accord. Voilà. Et alors, je me souviens très bien quand j'étais à la mission là, de conseil des généraux, quelqu'un disant c'est pas forcément facile de réussir de trouver un poste au début.
Et c'est pas forcément facile de s'y maintenir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de camarades qui effectivement été embauchés, et puis 6 mois après, ils ont arrêté, ça s'est pas bien passé, parce qu'ils ne convenaient pas, ou surtout, ils ne se sont pas adaptés. Hein. Voilà, donc ça a été un véritable challenge. Alors, j'avais fait ça, et c'est vrai que je suis remarié, ma femme a 7 ans de moins que moi, donc c'était un peu aussi l'idée qu'elle n'allait pas travailler, puis moi rester au lit la journée, quoi. Puis peut-être un peu de raison alimentaire, du fait que j'avais divorcé. Puis en fait, c'est une grande chance que j'ai eue de redécouvrir le milieu civil avec ses caractéristiques, et en particulier, si je peux comparer avec l'administration. Alors je parle avec prudence parce que hier j'en discutais avec des collègues qui étaient peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais enfin quand même je trouve que ce qui se passe dans l'administration, quand même il y a une certaine irresponsabilité, et puis on n'a pas la préoccupation financière qu'on a dans le privé, quoi. Dans l'administration, quand on est chef de service, on reçoit un budget en début d'année, on lève le doigt en disant est-ce qu'on pourrait avoir plus. Pendant l'année on dépense en bon père de famille, comme on dirait dans l'ancien terme du code civil, hein. Et puis c'est une réalité. Enfin, si à la fin de l'année il y a un déficit, bon, on vous dit que c'est pas bien, mais ça va dans le déficit global de l'État. Alors que dans le privé, moi, ce qui m'a marqué dès que je suis arrivé, c'est de voir le patron tous les lundis matins, hein, qui réunissait ses directeurs commerciaux, et puis avec obligation de résultat, voilà, parce que tout simplement l'entreprise ne peut pas dépenser plus d'argent qu'elle n'a, quoi, hein. Et puis ça, c'est le premier point. Puis la difficulté aussi d'obtenir des contrats. Finalement, dans l'administration, c'est moins, même si c'est lourd à faire, mais bon, on fait un appel d'offres, on lance ça à la nature, on attend les réponses, mais on n'a pas à avoir de multiples contacts, des relations à expliquer, etc. Hein. Donc c'est complètement différent. L'autre point, la grande différence que je vois également, c'est que quand on est à l'administration, les gens restent sur place. Bon, ils sont mutés, mais au sein de l'administration. Alors que dans le privé, ça m'a un peu surpris, hein. Bien, c'est qu'on a des collègues qui sont là, et puis du jour au lendemain, ils démissionnent, ils ont leur préavis, 3 mois après, ils sont partis. Hein. Donc je vois aussi que pour la formation, pour les responsables, c'est compliqué, parce que s'ils payent une formation à des personnes, d'une part, voilà, enfin, elles peuvent partir du fait d'ailleurs qu'elles ont augmenté leurs compétences. Enfin, c'est plus compliqué. Voilà. Oui, ce monde entre l'administration et le secteur privé est assez fou, et je pense que vous avez brossé un portrait assez éclairant dessus. Et je reviendrai sur cette notion de mouton à 5 pattes que tu évoquais, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que tu es le mouton à 5 pattes, parce que si on revient un peu aux origines, tu es polytechnicien. Polytechnicien, ce qui est un côté un peu une école plus orientée scientifique, et pourtant tu intègres l'armée à travers la gendarmerie. Chose qui est, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais de ce que j'en ai lu, un peu des divers articles, ce qui était un peu extraordinaire à l'époque. Voilà, tout à fait. Alors d'abord, polytechnicien, école scientifique, oui, certes, école scientifique généraliste, mais pas que, quoi. Et en effet, beaucoup de choses. Et en particulier, enfin, forcément, si je suis à l'X, j'avais bien réussi mon bac S et puis la suite. Mais j'étais également très fort dans d'autres disciplines, en anglais, en synthèse de texte, enfin des choses comme ça. Hein. Alors je me souviens effectivement, en maths sup, il y avait des gens qui étaient très très forts en mathématiques, mais qui négligeaient un peu le reste. Ça n'a jamais été mon cas. Hein. Ça, c'est le premier point. Alors après, pourquoi avoir choisi l'armée, en l'occurrence la gendarmerie? Bon, moi, je pense que je suis un exemple d'ascenseur social de la République. Je n'hésite pas à le dire. Hein. Ça fait un peu convenu de dire ça. Tout simplement parce que ma maman était institutrice, comme on disait à l'époque. Mon père était électricien. Je suis l'aîné d'une famille de 6. J'étais dans la Somme, dans un pays, une petite ville reculée. À l'époque, nous n'avions pas la télévision, il n'y a pas Internet, donc on était un peu loin de tout. Hein. Et Polytechnique a été un moyen pour moi de connaître d'autres milieux. Et puis, bien sûr, c'est un soulagement financier pour ma famille. Voilà, ça c'est le premier point. Et j'ai pas du tout de famille militaire. Alors, je vais parler d'un temps, mon fils dirait que c'était la préhistoire, puisque j'ai intégré la Polytechnique en 1975. Et d'ailleurs, je suis de la promotion 75. Hein, Polytechnique, c'est l'année d'entrée qui donne le cycle de la promo,
qui est d'ailleurs la première à avoir été déménagée de Paris à Palaiseau. Comme je dis souvent, on a essuyé les plâtres au sens propre et figuré, parce que c'était une école complètement inhumaine sur un plateau désert. Alors, ce qui n'est plus du tout le cas quand on va à Saclay, ce plateau de Saclay aujourd'hui. Et donc, alors ce que je voulais dire surtout, oui, à une époque préhistorique, comme dirait mon fils, c'est que dans les années 75, c'est difficile d'imaginer maintenant, il y avait dans la société un antimilitarisme violent et primaire, avec des comités de soldats, avec une remise en cause des armées considérable, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein, compte tenu de ce qu'on voit dans ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et comme justement j'étais de la promo 75, le déménagement à Palaiseau a coïncidé avec une remise en cause de la formation, et on redémarrait avec une année de service militaire, ce qui n'était pas le cas des prédécesseurs. Les prédécesseurs faisaient d'abord 5 mois, et puis 5 mois à la fin, enfin c'était coupé en deux, alors que là c'est une année complète, dans les conditions complètes du service national. Donc j'ai commencé pendant 4 mois à aller à l'école de cavalerie de Saumur, pour être aspirant. Alors quand on dit cavalerie, c'est pas les chevaux, c'est les chars d'assaut, les AMX-30 à l'époque. Et puis ensuite, je suis allé dans un régiment en Allemagne, un régiment de chars qui n'existe plus. Donc j'ai fait mon service. Voilà. Et comme aspirant, j'étais responsable d'une troupe de 30 jeunes appelés. Et je dirais, d'une part, là-bas, j'ai pris goût au métier militaire, j'ai pris goût à l'action, j'ai pris goût aux exercices sur le terrain, un peu également au dépassement de soi dans les exercices. Notamment, j'avais fait un stage commando à Givet, qui n'existe plus aujourd'hui, mais en plein hiver, avec de l'alpinisme, etc. Enfin, ça s'habitue à vivre rudement. Voilà. Ça, c'est le premier point. J'ai pris goût au commandement direct aussi, en relation directe avec les hommes, parce que contrairement à ce qu'on peut voir parfois dans certaines caricatures, il faut savoir que les officiers sont très proches de leurs hommes. Parce qu'il est habitué, comme on dit, de faire des tournées de popote, de discuter librement avec eux. Et il me semble, alors je parle avec prudence, parce qu'on peut trouver plein de contre-exemples, mais que, par exemple, dans le privé, évidemment, les personnes n'ont pas les galons sur leurs manches. Bon, enfin, une hiérarchie qui existe tout autant, et on ne voit pas forcément le directeur général, qui d'ailleurs peut prendre un ascenseur, un escalier particulier, discuter avec l'exécutant de bas, si je puis dire. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, comme j'étais aspirant, je déjeunais aux messes des officiers. Et bien sûr, j'étais avec des camarades, mais enfin, assez fréquemment, j'allais à la table de ceux qui me paraissaient très anciens à l'époque et très haut gradés, à savoir les commandants ou les lieutenants-colonels. Et c'est en discutant avec eux que je me suis rendu compte que, contrairement au discours ambiant, les questions d'ordre militaire étaient intéressantes et que beaucoup de problèmes se posaient. Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne contestera, vu ce qui se passe en Ukraine. Et j'ainsiste, voilà. Bon, donc je fais mon service national. Après, je rentre à l'école polytechnique, donc pour la 2e et la 3e année. Alors, il faut savoir qu'à l'IC, j'étais rentré très correctement dans les 50 premiers, parce que sur 350, c'est pas si mal. Par contre, quand je suis revenu, je me souviens, le premier devoir de maths que j'ai fait, là, je me suis demandé un peu où j'étais. Donc, je me suis trouvé plutôt dans les profondeurs. Bon, déjà, j'ai compris que je ne pourrais pas être dans les 30 premiers pour sortir dans la botte, comme on dit, c'est-à-dire corps des finances ou corps d'autres corps. Et donc, voilà, donc j'ai fait ma scolarité. Et puis, mais par contre, j'avais un tempérament de service public. J'aurais bien aimé, par exemple, je suis toujours passionné, j'aurais bien aimé travailler dans la SNCF. Moi, j'ai coopté ce côté un peu ingénieur ou dans le métro, par exemple. Alors, ça peut paraître étonnant, mais je me souviens que de mon temps, à cette époque-là, la ligne A du RER ne traversait pas Paris, il y avait une partie Est et une partie Ouest. Ça paraît étonnant de dire ça aujourd'hui. Et que j'étais allé, quand je crois que c'est la station Aubert ou La Défense, je ne sais plus, qui venait juste de se créer. C'était magnifique, c'était grandiose comme une cathédrale, j'étais allé voir ça. Enfin bon, j'avais un tempérament de service public. Et puis, un jour, je suis à l'école polytechnique, qui est une école interarmée, donc il y a des officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, et je vois un officier de gendarmerie sur le bord de la route, un commandant. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas que ça existait. Et c'est en discutant avec lui que je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de trouver ce cadre militaire qui me plaisait, mais avec des missions à fin civile. Il m'était apparu, et puis je l'ai toujours vu ensuite, que les officiers de l'armée de terre
disons, restent un peu dans leur caserne, enfin, dans peu de contacts extérieurs, Ouais. sauf quand on est colonel commandant le régiment. Hein, c'est peut-être qu'à cette occasion-là qu'on fréquente les élus, alors que quand on est officier de gendarmerie, on les fréquente, l'adjudant commandant de brigade fréquente le maire, le capitaine courant de compagnie fréquente le conseiller général, le colonel courant de groupement discute avec le préfet, avec le président du conseil général, enfin, voilà. Et donc, je suis lancé un peu dans l'inconnu. Je répète que je n'ai pas de famille militaire. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Hein, j'ai vécu une aventure passionnante et hors du commun, on en parlera. Bah oui. Voilà. Justement, sur cette expérience, alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de détailler toutes les étapes parce que c'est relativement long, mais moi, quand j'ai lu un peu l'expérience, et c'est toujours une question que je me suis un peu posée, que j'ai jamais eu l'occasion de poser, c'est que j'ai vu que tu avais commencé dans la gendarmerie mobile, donc aujourd'hui ce qu'on appelle, alors je vais dire une bêtise je crois, mais tu vas me corriger de suite, c'est proche des CRS, mais c'est pas les CRS, c'est ça, hein, c'est pas le même corps, mais c'est un corps qui est très proche du CRS, donc qui va au contact notamment de maintien de l'ordre lors de manifestations, de choses comme ça. Je me suis toujours posé la question, comment on peut souhaiter aller sur ce type de position qui n'est pas... Alors d'abord, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'école polytechnique, je suis allé à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qu'on appelle EOGN, pendant 1 an. Okay. C'est une école de formation complémentaire. Les camarades X qui, par exemple, dans les télécoms, vont faire l'école supérieure des télécoms pendant 1 an, etc. Enfin, une formation complémentaire. Bon. Et à l'issue de la scolarité, les officiers sont affectés par la direction générale de gendarmerie, parce que dans l'armée, effectivement, on émet des vœux, mais enfin, la direction est quand même un peu directive. Hein. D'accord. Et effectivement, un jeune officier de gendarmerie commence le plus souvent en gendarmerie mobile pendant une courte période. Alors ensuite, il va y rester ou la quitter, mais c'est la règle normale, bien parce qu'on considère que ça permet de connaître un peu le terrain et puis de vivre en groupe. Enfin, c'est comme ça. Et puis ça permet surtout par ce moyen que dans les escadrons de gendarmerie mobile, il y ait beaucoup de jeunes, parce que c'est un métier comme un peu rude, un peu difficile. Hein. Quand on est parachuté du jour au lendemain en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane, qu'il faut aller dormir dans la forêt, etc., bon, vaut mieux avoir entre 20 et 35 ans que 40 ou 50 ans. Quoi. Voilà. Donc c'est ce qui donne peut-être à l'escadron de gendarmerie mobile son côté très, très dynamique. Hein. Voilà. Qui permet de faire face à des situations difficiles. J'ai vu dans mon service, parfois, on va rester debout, quasiment sans bouger, pendant 8 heures ou 10 heures. Enfin, il faut la force physique. Voilà. Oui. Alors, moi, j'ai pas eu le choix, j'ai fait comme tout le monde. Hein. L'intérêt également de la gendarmerie mobile, c'est que, comme son nom l'indique, on est mobile, donc on parcourt beaucoup d'endroits en France et outre-mer. C'est hyper intéressant. Alors, souvent aussi, c'est une époque où on est jeune, mais on est célibataire sans enfant. Donc, excusez-moi de le dire, parce que c'est un lieu commun, mais ça permet de voir du pays, parcourir le monde entier. Voilà, des occasions. Alors que quand on est en gendarmerie départementale, eh bien, on est sur sa circonscription et on n'en bouge pas. Donc, Puis vous savez, tu sais, je pense que quand on est jeune, on aime bien l'action aussi. On aime bien l'action. Hein. Et vraiment, gendarmerie mobile, on n'est pas déçu. Alors, à ce propos, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, j'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile. C'est vrai que je compare souvent avec les CRS. Les CRS, c'est le corps civil du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie mobile, c'est l'équivalent militaire, mais au fond, c'est le même travail. Voilà. Oui, c'est ça. Comme je dis souvent, quand j'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile, j'ai fait du maintien de l'ordre. À l'époque, il n'y avait pas de gilet jaune. Mais il y avait déjà des manifs assez durs, et qu'à se rappeler mai 68, avec les barricades, les pavés. Et quand je me suis trouvé à 26 ans dans le boulevard Saint-Michel, enfin dans le quartier latin, je ne sais plus où, entouré de manifestants avec des lacrymogènes tout autour, en me demandant vraiment comment j'allais m'en sortir, même si je ne le montrais pas à mes personnes, je me dis tiens, j'ai pas la même vie que des camarades qui sont devant un ordinateur. Voilà. Donc c'était une aventure passionnante. Voilà. Et justement, dans ce cas et dans ces situations-là, et on reparlera d'autres situations un peu plus particulières que tu as pu vivre et constater. Dans cette situation-là, comment on prend une décision ? Parce qu'on est entouré, comme tu le disais, tu es entouré de manifestants, il y a quand même une crainte de comment on va s'en sortir. Comment, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Comment on prend une décision sous un stress aussi fort ?
qu'on pourrait peut-être reporter cette réponse un petit peu plus tard, parce qu'elle est plus générale. Parce que je veux juste évoquer peut-être dans le cas de ma carrière de gendarmerie, c'est un peu le côté bouton 5 pattes. Hein. Comme j'ai dit, j'ai une carrière donc, de terrain. Ensuite, après l'escadron, j'ai des commandes de compagnie de gendarmerie d'Angers, c'est-à-dire au niveau de l'arrondissement, les brigades de gendarmerie. Et puis, je peux en parler maintenant parce que, étonnamment, même les plus jeunes connaissent encore, il y a eu l'affaire Grégory. L'affaire Grégory en 1985. Hein. Et donc, ça a été, on peut dire, le fiasco judiciaire que chacun connaît. Hein. Parce qu'à l'époque, les méthodes de police scientifique n'étaient pas au point, tout simplement, comme aujourd'hui. Et la gendarmerie a décidé de créer un laboratoire de police scientifique. À l'époque, j'étais jeune commandant à Angers et on a fait appel à moi. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, l'honneur de créer, qu'on me demande de créer ce laboratoire de police scientifique où j'ai passé 13 ans, ce qui a été une véritable aventure. Passionnante, pas toujours simple, surtout au début. Et c'est en ça que ça a marqué ma carrière. Voilà. Et c'est une autre question que j'ai, c'est dans cette justement, c'est un nouveau service, donc là, le côté scientifique, un service qu'il fallait construire, faire développer. Il y avait sûrement je suppose, des détracteurs comme des personnes en possibilité. Comment on fait évoluer ce service pour le faire grandir, pour le développer, comment on impulse cette force pour le faire développer? Très bien. Alors d'abord, ce que je vais dire en préambule, là encore ça va peut-être étonner les auditeurs, dans ces années-là, la police scientifique n'intéressait personne. Vraiment. Alors c'est surprenant parce que le moindre film maintenant de police, on voit de la police scientifique, les gens appuient sur un bouton, le truc sort tout de suite. Oui. Ça n'intéresse personne. Et à cette époque-là, il existe toujours 5 laboratoires de police scientifique de la police nationale, il y en a un à Paris, Toulouse, Marseille, Lyon et Lille. Okay. Plus le laboratoire incendie explosif de la préfecture de police de Paris, donc de la police nationale. Et la gendarmerie n'avait pas son propre laboratoire de police scientifique. Voilà. Alors, quelques rapports avaient été faits à l'époque en disant que les moyens étaient insuffisants, mais voilà, comme je dis, il ne se passait rien. Et l'affaire Grégory, finalement, a permis de... Alors, la gendarmerie a décidé d'avoir son propre laboratoire. Enfin, son propre laboratoire. Déjà, il y a une première question. Fallait-il faire des laboratoires régionaux à laboratoire central? Voilà. Parce qu'évidemment, les laboratoires régionaux apportent la proximité. Mais l'avantage d'un laboratoire central, c'est que ça permet d'abord de faire des économies de coûts, et puis surtout, et c'est ce qui a emporté la décision, c'est que ça permet de regrouper dans un même lieu tous les indices, tous les prélèvements différents qui ont pu être faits sur la scène de crime, comme on dit. Hein. Parce que prenons un exemple, par exemple pour un pistolet qu'on va voir sur la scène de crime, on va pouvoir faire une analyse balistique, on va pouvoir trouver une tache de sang, un ADN, que le revolver bouge de Lyon à Marseille, etc., pour des examens successifs. D'abord, c'est embêtant, on peut détruire un peu les traces. Hop, on est reparti. Parfait. Bon, désolé, petit souci technique. Donc tu nous disais, on était sur la partie centre national ou régional, et tu me donnais l'exemple du pistolet. Voilà, je disais, si par exemple on va analyser un pistolet, d'abord faire une analyse balistique qui consiste tout simplement, par exemple, à tirer un projectile pour voir peut-être les traces de balles, etc. Si on peut faire une relation avec l'arme, on peut avoir dessus une trace de sang, on peut avoir également une trace ADN. Le canon, le numéro de série sur le canon, on peut avoir été meulé, on peut le révéler. Donc on peut faire différentes analyses. Donc on imagine qu'il vaut mieux avoir tout au même endroit que d'aller de laboratoire en laboratoire. Sûr. Ça, c'est le premier point. Le second point, moi, qui me paraît important, et qui était un peu nouveau à l'RCGN, c'est le fait que même sur une affaire un peu complexe, entre des scellés qui n'ont rien à voir entre eux, a priori, c'est quand même bien que les experts discutent entre eux, peut-être pour échanger, parce qu'il peut y avoir des corrélations qu'on ne soupçonnait pas initialement. Et on peut même proposer, et ça m'est arrivé de le faire, mais c'était quelque chose de nouveau, on peut même proposer une réunion aux magistrats pour discuter, etc. Et c'est évident que c'est plus facile quand toutes les personnes sont au même endroit.
Alors, donc je pense que c'est le bon choix. Ce qui nous retenait, c'était justement les délais d'envoi des échantillons du terrain sur Paris. Mais bon, avec le TGV, avec l'autoroute, etc., on s'est rendu compte que finalement, avec le TGV, dans un délai de 3 heures, l'échantillon peut être à Paris en cas d'urgence. Ou éventuellement, on envoie d'hélicoptères. Enfin, donc finalement, la distance n'est pas un obstacle. Voilà. Alors ce que je voulais dire aussi, parce que je pense que c'est aussi l'objet de notre échange, oui. Qu'est-ce que j'ai pu amener, qu'est-ce que j'ai pu apporter pour la création de cet institut et le choix d'un polytechnicien finalement. Okay. Parce que au fond, la direction de la gendarmerie aurait très bien pu choisir de personne. Mais je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Je veux dire pourquoi. Je me suis rendu compte que dans les laboratoires de police scientifiques existants notamment en France, ils étaient plutôt dirigés par des toxicologues ou des biologistes qui avaient tendance à ramener la police scientifique à leur discipline. C'est bien normal quand on est un expert dans un domaine, bon, avec un peu de balistique et un peu d'empreinte digitale, qui était classique, voilà. Et finalement, moi, je me suis dit, c'est quoi la police scientifique ? C'est mettre à profit des magistrats toutes les disciplines possibles de la science, quoi. Et il est certain que Polytechnique, formation généraliste, je veux dire, ça colle, quoi, Et alors, en particulier, donc, j'ai développé, moi qui existais déjà, donc la toxicologie, la biologie. Je me suis attaché aussi à développer un haut niveau scientifique, justement la balistique, les empreintes digitales, etc. Parce que c'était considéré à tort comme une activité simplement technicienne qui ne nécessitait pas de recherche fondamentale. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué qu'autre chose. Parce que je veux dire, un biologiste dans un laboratoire de police scientifique, des biologistes, il y en a des centaines en France. Alors que des gens qui traitent des empreintes digitales, il y en a très peu. Donc il y a peu de références, en fait, on le trouve en international. Donc je me suis attaché à mettre des ingénieurs. Et là, c'est vrai que j'ai dû vaincre un peu beaucoup de réticences, parce que qui dit ingénieur dit surcoût par rapport à un technicien. Mais c'était aussi de faire considérer justement que c'était pas uniquement de la technique, quoi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je supportais pas, je supporte toujours pas le terme police technique et scientifique, parce que malheureusement, ça crée une espèce de différence de niveau inconsciemment entre soi-disant ce qui était technique et soi-disant ce qui était scientifique, en réservant justement les postes prestigieux pour les scientifiques et moins pour les techniciens, alors qu'en fait, tous les départements sont équivalents. Vous voyez, tu vois, j'ai créé aussi, par exemple, le département véhicule. Bon, okay. Ça résulte de mon passage sur le terrain comme capitaine de compagnie d'Angers, parce que je me suis rendu compte que, en province, lorsque y a un véhicule qui passe, qui renverse un vélo, et puis qu'on veut retrouver l'auteur du délit de fuite, certes, c'est pas l'affaire du siècle dont on va parler sur les chaînes d'information continue aux 20h, mais c'est hyper important pour la population. Je dis d'autant plus que je parle de ce département véhicule. Il s'avère qu'à l'IRCGN, je suis passé en 2 fois. J'ai d'abord fait 6 ans. Après, je suis allé commander le groupement de gendarmerie de La Rochelle, en Charente-Maritime, pendant 3 ans. Parce que j'avais compris que dans la gendarmerie aussi, il fallait absolument que je fasse un temps de commandement pour être crédible. Ce qui est moins vrai maintenant, parce qu'on a compris qu'on peut faire une carrière exclusivement scientifique. Mais bon, et je suis revenu. Et finalement, pendant que je suis parti, ce département véhicule a failli être supprimé. Voilà. Parce que ça n'intéressait pas les gens, et puis voilà, c'est pas glorieux, si je puis dire. Parce que à cette époque-là, c'était le règne un peu du microscope électronique, puis ensuite de l'empreinte digitale, et dès que les gens visitaient l'Institut, ils posaient des questions que là-dessus. Voilà. Et puis quand je suis revenu, peu après mon retour, il y a eu l'affaire Diana. Il y a eu l'affaire Diana, et nous avons hérité dans le département véhicule de la Mercedes qui avait été accidentée. Donc inutile de vous dire que ça a redoré le blason de ce département, qui maintenant a pris une énorme importance. Voilà. Pour revenir au côté multidisciplinaire de l'Institut, et d'ailleurs c'est volontairement que j'avais proposé le terme institut, qui à l'époque n'était pas du tout répandu, plutôt que laboratoire, précisément parce que cet établissement, certes, il a des missions de laboratoire, mais il fait également de la formation et de la recherche. Voilà. Et une autre particularité, alors là, qui venait typiquement du fait que je venais du terrain, moi j'avais érigé en principe, non sans difficulté, que les personnes de l'Institut se déplacent sur le terrain pour donner un coup de main aux enquêteurs locaux. Ce que ne font pas la plupart des laboratoires de police scientifique, ou les laboratoires privés. Voilà. Ce qui est très utile, notamment en identification de victimes de catastrophes. Et donc, j'ai proposé, c'est la création de départements, alors plutôt des sciences de l'ingénieur, départements acoustiques, et là encore, à une époque où ça n'intéressait personne, un département informatique électronique, qui est l'ancêtre
des grands services de cybersécurité aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Et les officiers généraux qui sont aujourd'hui, par exemple, sont des jeunes que j'ai vu arriver, que j'ai recrutés comme lieutenant. Et d'où ça vient, ça? Parce que je pense que c'est intéressant de le dire. Oui, c'était ça les questions. D'où ça vient, tout ça? Oui, parce que justement, c'est le côté, le fait d'avoir été sur le terrain comme jeune officier, d'abord en mobile puis en départemental. Je me rappelle, quand j'étais jeune capitaine à Angers, j'avais une brigade de recherche, une BR, comme on dit. Et quand on faisait, comme disent les enquêteurs, une perquise, pour dire une perquisition, on saisit les carnets d'adresse, on saisissait les carnets d'adresse. Sauf que, là encore, ça va faire sourire les auditeurs, mais de mon temps, les smartphones n'existaient pas, il y avait que des téléphones fixes, et c'était le début des téléphones fixes à mémoire. Et finalement, la mémoire de ce téléphone fixe était considérée comme un carnet d'adresse. Sauf que pour pouvoir aller chercher ces adresses dans la machine, il fallait des spécialistes un peu informatiques, si je peux dire. Ça a été vraiment mon idée. Voilà. Et puis, bien sûr, la cybersécurité a pris l'ampleur qu'on connaît. Voilà. J'ai créé... Et alors, il y a autre chose également que j'ai maintenant, c'est une originalité de l'Institut. Je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 en Europe qui sont comme ça. C'est qu'à cette époque-là, également, il y avait un fossé entre la police scientifique et la médecine légale. D'accord. Et quand je dis un fossé, ça pouvait même être un peu un antagonisme, deux domaines qui s'ignoraient complètement. Moyennant quoi, on a un cas concret vécu. On pouvait avoir le médecin légiste que si sur le cadavre, lors de l'autopsie, trouvait par exemple deux orifices dans le corps humain. Et puis le gendarme qui faisait la constatation du gilet, lui, il en trouvait 3. Vous voyez, c'est l'intérêt de travailler ensemble. Enfin, voilà. Et alors, l'élément déclencheur de ça, j'ai eu la chance, à une époque ça ne se faisait pas, donc je ne sais pas comment c'était possible, d'aller à un congrès international en Australie, à Adélaïde plus précisément. Et puis là, on visite le laboratoire de police scientifique d'Adélaïde, donc on est au rez-de-chaussée, premier étage. On prend l'ascenseur, on descend en sous-sol, et là, c'est l'Institut de médecine légale. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'il fallait... voilà. D'autant que dans les pays anglo-saxons, ces deux disciplines travaillent de concert, à tel point qu'il y a un terme unique qui est forensic science, qui veut dire polyscientifique, médecine légale. Voilà. Et alors, du fait qu'à l'époque, la gendarmerie était rattachée au ministère de la Défense, eh bien, quand j'étais à Rosny-sous-Bois, où je travaillais, comme militaire, je faisais mes visites médicales annuelles, et il y avait un capitaine médecin militaire que j'ai vu en consultation, enfin qui m'a pris en consultation. On s'est mis à en parler, ça l'a intéressé, et c'est comme ça que de fil en aiguille, alors ça aura pris 10 ans, bien sûr, parce que c'est toujours compliqué de créer quelque chose. En plus, à l'époque, le service sorti des armées, vous ne voyez pas forcément l'intérêt de la faire. C'est comme ça que le département de médecine légale a été créé à l'Institut de recherche criminelle, et qui pratique maintenant des autopsies. Une autre originalité qui fait les délices des visiteurs de l'Institut, c'est le département entomologie médico-légale. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Ouais. Alors pourquoi? Alors, c'est un petit peu sordide, mais c'est de la médecine légale. Eh bien, lorsqu'on décède, si le cadavre reste exposé à l'air libre, eh bien, il y a des insectes qui viennent s'y mettre. Et alors, ce sont des escouades successifs, comme on dit. Et dans le temps, ce ne sont pas les mêmes insectes, si je puis dire. Et donc, en fonction des œufs qu'on va trouver sur le cadavre, on peut dater l'heure de la mort, si je puis dire. Enfin, approximativement. Voire parfois. C'est même plus puissant que ça. On peut même voir si le corps a été déplacé. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à l'endroit du corps, si on ne trouve pas des œufs de la première escouade, c'est qu'il était déplacé. Enfin, c'est finalement une méthode très... Alors, naturellement, j'ai rencontré... Je dis naturellement parce que ça me paraît évident maintenant. J'ai rencontré plein d'obstacles. Enfin, tu me l'avais dit en préambule. Mais curieusement, les plus grandes difficultés n'ont pas été d'ordre scientifique. Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on a des scientifiques de haut niveau qui se passionnent pour leur truc, ça vient tout seul. En plus, j'ai vu également que quand on est au niveau central parisien, et qu'on concentre toutes les affaires de la France au même endroit, très vite on acquiert une très grande expertise, justement parce qu'on a beaucoup d'affaires. Les plus grandes difficultés que j'ai eues ont été d'ordre psychologique. D'abord, je vais le dire en souriant, c'était de convaincre à l'époque les vieux généraux de l'époque, qui étaient plus jeunes que je suis maintenant, que c'était possible, parce qu'en fait, à l'époque, peu croyaient à cette discipline. Et puis également des difficultés juridiques. Il s'avère que je suis licencié en droit, j'avais fait à Melun, ça me passionne le droit, pour ça que je suis DPO maintenant. Pourquoi? Eh bien, ce que je vais dire est une évidence, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Dès lors qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, qui prend l'importance, le droit ne l'a pas prévu. Et donc, il faut adapter le droit à la technique.
Et c'est compliqué, puis ça prend du temps. Hein. Et je peux dire qu'il y a certains articles du Code de procédure pénale sur la police scientifique, donc je suis un peu à l'origine, mais il aura fallu 10-15 ans pour que ça vienne, parce qu'il y a des délais bien normaux, ce qui est bien normal d'ailleurs de prise en compte. J'aimerais bien revenir sur cette notion, parce que c'est passionnant, mais sur la partie aussi, comment convaincre des supérieurs, oui. Des supérieurs, oui. un peu réticents, oui, voilà. Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Comment tu approchais ça? Alors, d'abord, la chance que j'ai eue, c'est de rester 13 ans. Okay. Voilà. Ça a permis d'avoir une idée initiale, de la conduire jusqu'au bout. Parce que je vois bien que s'il y avait une succession tous les 3-4 ans, un successeur serait allé dans d'autres voies, etc., il n'y aurait pas de continuité. Parce que c'est vrai, il m'est souvent arrivé, par exemple des camarades, je veux dire que j'étais beaucoup aidé par des camarades de promotion qui occupaient différents voies, ils me disaient, tiens Serge, on va faire ci, on va faire ça. Ils croyaient bien faire. Je dis non, surtout pas. Parce que ça paraît une bonne idée dans l'immédiat, mais dans 2 ans ou 3 ans, j'aurais tel problème, etc. Donc j'ai réussi à tenir un cap. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point que tu évoques, il est fondamental. C'est un point que je disais souvent, alors à mes subordonnés, comme on dit dans l'armée, collaborateurs dans le privé, il faut attendre le moment favorable. Il faut que les esprits soient mûrs. Et si on propose quelque chose trop tôt, on a tort d'avoir raison trop tôt. Donc, la chance que j'ai en police scientifique, c'est lié à la police judiciaire, donc ça peut être lié à l'actualité. Donc, attendre qu'il y ait l'événement qui permette aux gens de réaliser subitement qu'il faut faire quelque chose, et avoir quelque chose de tout près. C'est le cas de l'affaire Grégory. Enfin, il aura fallu l'affaire Grégory pour qu'il y ait cet élan général sur la police scientifique, parce que la police nationale également a beaucoup progressé parallèlement. Hein. Voilà. Et l'exemple que je vais prendre, ça tombe très bien parce que je voulais en parler, parce que c'est encore une originalité, c'est l'exemple de la cellule d'identification de victimes de catastrophes, CIVC, voilà, okay, qu'on voit régulièrement maintenant dans les chaînes d'information continue, lorsqu'il y a une catastrophe. Il s'avère que dans les années 75, 70, il y avait beaucoup de terrorisme, notamment des attentats d'avions en vol qui explosaient. Alors, ça n'a pas été le cas en France, mais qui sont crashés dans différents pays d'Europe. Et moi, j'avais la chance d'assister. Alors, en anglais aussi, c'était une difficulté de l'époque, parce que à ce temps-là, on parlait beaucoup moins bien anglais qu'on ne le fait maintenant. Hein. Je m'étais rendu compte que la problématique d'identification de victimes de catastrophes, c'est une problématique, et que rien n'existait en France. Voilà, ça c'est le premier point. Il s'avère également qu'à Polytechnique, j'ai pris des cours de pilotage, et donc je savais par ça, c'est une évidence que les avions au-dessus des villes volent suffisamment haut pour que s'ils se crachent, ils aillent atterrir dans la campagne, donc dans la gendarmerie. Donc je me suis dit, oulala, si ça nous arrive, il faut prévoir. Donc j'avais fait un rapport en disant, il faut créer une cellule d'identification victime de catastrophe, CIVC. Et puis naturellement, le rapport a été enterré je ne sais pas où, dans un bureau pendant 2 ans. Et un jour, c'était en janvier 1992, en plein hiver, au Mont-Saint-Odile, dans l'Est, près de Strasbourg, là, la catastrophe de l'Airbus A320, cet avion qui atterrit au-dessus des sommets, qui se crache sur les sommets et qui n'atterrit pas. Voilà. Alors ça se passe vraiment comme ça, l'avion, je crois, il se crache le lundi, et c'est vraiment le mardi matin en me rasant, mais c'est une réalité, j'écoute une chaîne peut-être RTL ou Europe 1, je ne sais plus, j'entends que cet avion vient se cracher, j'y tiens, est-ce que je pourrais aller voir comment ça se passe? Donc je demande autorisation à la direction, je demande autorisation localement, on ne me dit pas non, voilà, et c'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Et alors le hasard, mais on y reviendra peut-être dans la prise de décision plus tard, le hasard peut aussi se provoquer, si je puis dire. Le hasard fait que, quand j'avais précisément j'étais allé en Australie à la réunion dont je parlais tout à l'heure, j'avais rencontré le professeur Mangin, qui était également présent, qui est donc le directeur de l'Institut médico-légal de Strasbourg, et qui était chargé d'identifier les victimes de catastrophes. Donc on se connaissait déjà. Quand on débarque comme ça, sans prévenir, c'est mieux de se connaître déjà. Alors naturellement, il a eu une réaction bien normale, même si on se connaissait un peu, non, mais nous, on n'a pas besoin de Parisiens, on se débrouille tout seul, etc. Enfin, c'est normal, c'est une réaction classique. Et effectivement, quand je suis arrivé, il y avait avec lui une équipe de 400 médecins légistes qui l'aidaient. Sauf que l'identification a duré au moins une bonne semaine,
et puis que les médecins légistes en question avaient un cabinet, et qu'après après quelques jours, il a fallu qu'ils décrochent. Ça, c'est le premier point. Hein. Et puis également, c'est bête à dire, mais il y a des aspects d'ordre logistique, quoi. Quand on est dans une petite ville, parce que c'est une petite ville, un gros village ou une petite ville, je ne sais plus bien, et qu'il est 19h, qu'on est une équipe de 25 et qu'il faut manger, qu'on n'a rien prévu, c'est pas forcément si simple, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livreur de pizza comme on en trouve maintenant partout. Ouais. Et de ce point de vue-là, les gendarmes, les forces militaires, la logistique, on connaît. Voilà. Puis il a fallu, c'était pas si simple, organiser des réunions, mettons, à 19h précises, pour que pour que les experts se rassemblent, échangent entre eux. Et par nature, les médecins sont des gens, c'est pas une critique que je fais, c'est un constat, sont un petit peu individualistes. Quand il s'agit de se rassembler, d'organiser, mettons que j'ai eu quelques qualités pour faire ça, ce qui fait que, comme je dis souvent, à la fin, le professeur Mangin, il ne jurait plus que par les gendarmes, quoi. Il a fallu... Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, je veux dire, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin de moi. J'ai quand même laissé un gendarme sur place qui a fait son trou. Moi, je suis allé sur la scène du crash là, pendant 3 jours. D'ailleurs, on a fait des examens intéressants. Et puis, sur la fin, on a très bien travaillé ensemble. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, je me suis intéressé pour le coup à la technique, identification des cadavres. Désolé de dire les choses comme ça, mais c'est une réalité. Hein. Et pour me rendre compte que finalement, l'autopsie c'est pas forcément la seule méthode pour identifier un cadavre. Hein, parce que le but d'une autopsie, c'est d'identifier les causes de la mort. Bon, par définition, les causes, on les connaît. Et de prélever le rein gauche et le rein droit en disant ils font 250 grammes, 300 grammes, enfin d'accord, mais je veux dire, c'est pas logique. Par contre, on négligeait complètement, par exemple, le fait de pouvoir identifier le cadavre à partir des empreintes digitales. C'était hors de question. Hein. Okay. Je veux dire, attends, une empreinte digitale, on peut envoyer quelqu'un en prison pendant 20 ans, on ne peut pas l'identifier. De la même manière qu'une méthode très puissante d'identification des cadavres, c'est par le dentaire. Donc on contacte à ce moment-là le chirurgien dentiste du patient, et puis ça permet de faire des rapprochements. Donc toutes des disciplines qui sont en plus du médecin légiste, ce qui a abouti à l'idée selon laquelle maintenant l'identification est réalisée non plus par un homme seul, à savoir le médecin légiste, mais par une commission d'identification constituée de plusieurs experts, et on rassemble, sous l'autorité d'ailleurs le plus souvent maintenant d'un magistrat, et puis on rassemble ces divers éléments pour aboutir à l'identification. Alors, et donc cette expérience de l'Airbus A320 a bien été le détonateur pour créer cette cellule qui en plus a été reconnue. Alors, je reviens à la question comment faire. Je disais attendre un moment favorable. Là, en l'occurrence, je l'ai eu. Et c'est un conseil que j'ai souvent donné à mes collaborateurs. Il faut sentir la psychologie des patrons, on va dire ça comme ça. Et si l'idée n'est pas mûre, elle ne va pas être acceptée. Et combien de fois n'ai-je pas dit, il y a des moments, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Si on sent qu'on va aller au carton, il ne faut pas poser la question, parce que vous posez la question, les gens vous répondent non. Bon, très bien. L'ennui, c'est que si l'année d'après on recommence, enfin de mon point de vue, si l'année d'après on recommence, on repose la même question, les gens vous disent mais on vous a déjà dit non, sans même chercher à savoir si je souhaite évoluer. Et je reviens sur mon idée, c'est la chance que j'ai eue de rester 13 ans, c'est-à-dire que moi j'ai toujours senti parfois qu'il fallait attendre. Quand je voyais un général dont je chantais très bien que directeur des opérations de l'emploi, pour être très clair, que la décision n'était pas mûre, je dis je vais attendre 3 ans qu'il soit muté, qu'il soit remplacé par un autre. Je vais remonter, et parfois il m'a fallu attendre 2-3 personnes successives. Hein. Et puis surtout l'événement sur le terrain qui fait prendre conscience concrètement aux gens que oui, là il y a un vrai problème qu'il faut régler. Et à ce moment-là, on sort la solution toute prête, et les gens sont très réceptifs, avec en plus, bien sûr, l'argument habituel que subitement on trouve plein de personnes qui après coup vont dire que c'est eux qui ont eu l'idée. Enfin, ça c'est classique. Oui, hein, voilà. Oui, par exemple, je tiens quand même à dire que l'appellation IRCG Institut, elle est sur ma proposition. Depuis, j'ai trouvé plein de personnes qui disent que ça vient d'eux. Bon, mais c'est la règle du jeu. Voilà. C'est intéressant cette notion de... Parce qu'on parlait du public, du privé en début de podcast, et c'est pas une notion de temps qu'on a couramment dans le privé, parce que moi, je n'ai qu'une une expérience de privé, de se dire, je vais attendre
et je vais attendre le bon moment pour proposer, parce que la situation, parce que la psychologie de mon supérieur ou de mes supérieurs va être d'accepter. Et je trouve que c'est une notion très très intéressante, parce que souvent dans le privé, on fait les choses à juste titre ou pour des raisons tout à fait justifiées. On essaye de faire les choses beaucoup plus rapidement, et on se confronte souvent à des non, ou pas d'évolution. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche, et ça montre un peu aussi le cycle de vie dans le domaine du public n'est pas le même dans le privé, mais qu'on peut en attirer, en prendre des enseignements, en fait. Oui, parce que j'ai évoqué la psychologie humaine, et je crois que souvent, que ce soit dans le public ou dans le privé, enfin, c'est souvent aussi beaucoup une affaire d'homme, parce qu'en fait, quand quelque chose est nouveau, il faut convaincre que c'est pas une idée farfelue, mais que c'est utile, quoi. Et par contre, c'est là la différence avec le public, c'est que dans le privé, encore faut-il que ce soit rentable. Oui, c'est vrai que dans le public, c'est une notion qu'on n'a pas vraiment. Donc on a peut-être plus barre de manœuvre, c'est aussi pour ça que le temps compte pas, parce que dans le privé, il faut que ce soit rentable et assez vite, enfin en tout cas pas, alors que dans le public c'est moins vrai. Voilà. Mais ceci dit, dans l'administration ça peut être différent. Enfin, dans l'administration, soit le ministre décide, allez, on fait ça très vite, voilà. Alors, c'est le cas par exemple au ministère de l'Intérieur, souvent il y a des décisions qui sont prises, bon, voilà. Bon, là, ça ne discute pas. Mais là, je parle, moi, de décisions qui se prennent où il faut convaincre des patrons d'idées qu'ils n'ont pas eues, ou que la société ne réclame pas, quoi. Hein, c'est toute la difficulté. C'est compliqué. Mais je pense que dans le privé, on peut aussi trouver plein d'innovations qui ont été trouvées voilà, par des chercheurs dans des boîtes, et puis des boîtes n'étaient pas convaincues, etc. Je pense qu'on peut trouver l'analogie. Voilà. Complètement. Et c'est même très compliqué d'être dans l'autre position, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vient vers soi et dire bah, j'ai une idée, il faudrait faire ça, alors qu'on se dit bah, on n'a pas besoin, ou on n'a jamais eu la demande, des choses comme ça, et se dire... alors, moi, ce que j'ai observé, qu'on trouve partout, c'est parce que j'ai créé donc l'Institut de recherche criminelle, après j'ai eu l'honneur, étonnamment d'ailleurs, de créer le poste de directeur de la... Bon, le terme c'est sous-directeur, mais de fait c'est directeur de la police judiciaire. J'étais le premier général à faire ça, donc j'ai créé ce poste-là. J'ai créé les offices centraux. Hein. Je peux dire aussi que à Filens, où j'étais, j'ai créé finalement le département donc protection de données personnelles. Hein. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la création est toujours difficile, parce que je dirais... vous avez... d'abord, ça dérange. Ben, ça dérange tout simplement parce que ça n'existait pas. Donc déjà, quand vous créez quelque chose, vous avez une activité qui mord un peu sur les plates-bandes de gens qui le faisaient déjà plus ou moins, mais pas de manière à temps plein. Donc vous avez 80% des gens, ou 70% que ça dérange, ou 80% parce que ils pensent qu'ils vont perdre un peu de leurs prérogatives. Voilà. Et puis il y en a 10-20%, mais c'est le maximum que je verrai, moi, qui ont l'intelligence de dire ah, c'est bien, on va enfin avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, et, excusez-moi de le dire, vu mon école, à haut niveau. Hein. Mais voilà. Et puis ensuite, après, psychologiquement, on a également quand l'activité nouvelle commence à prendre de l'importance, et que les gens la réalisent, c'était le cas d'IRCGN, après, vous avez des gens qui sont jaloux. Hein, etc. Donc il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, parce que beaucoup de collègues qui éventuellement aimeraient bien vous torpiller, enfin ils ne vous le disent pas, mais on le ressent. Voilà, une fois que ça fonctionne bien, ça va. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, par exemple, combien de fois on me dit ah, vous avez fait ça, c'est peut-être passionnant. Bon, tout à fait au début, c'est quand même compliqué. Moi, mon idée, c'est que ce qui est passionnant pour la création, c'est celui qui arrive en numéro 2. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette phase de convaincre, de marrage, de se débrouiller pour trouver les locaux, mais il est toujours en phase de création. Et pourquoi je dis ça? Alors ça, c'est le phénomène typiquement dans l'administration. Dans le privé, le patron qui va décider d'une activité, il dit on met le budget, on met les gens qu'il faut, etc. L'administration, ça ne marche pas comme ça. Dans l'administration, on applique les textes. L'administration est bonne pour appliquer les textes. Et je me souviens, quand j'ai démarré l'IRCGN, donc à Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois, c'était à l'époque un centre logistique, gendarmerie, où il y avait en particulier, si ça c'est vieux, Bison Futé, hein, bien connu à l'époque, même s'il finit maintenant. Je dis carrément, on m'a mis au milieu de la cour avec 17 gendarmes et débrouille-toi, donc il fallait que je me bagarre pour trouver des locaux. Et la plupart des gens n'ont pas envie de vous les donner. Et puis je me souviens très bien, alors j'étais à l'époque jeune commandant, donc je monte à l'état-major, comme on dit, et puis là je vois l'adjudant-chef qui s'occupe du matériel, et je lui dis bonjour, je voudrais un crayon.
Et là, il me dit, fallait le commander l'année dernière. Voilà, bon, et oui, parce que c'est budgété. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que 10 ans après, là, je crée la direction de la police judiciaire. Donc, je suis colonel ancien, colonel lourd, comme on disait à l'époque, parce qu'il y a très peu de généraux. Et alors, je suis ailleurs, je vais voir un nouvel adjudant-chef, et là, il m'aurait dit la même chose. Il me dit, fallait le commander l'année dernière. Mais là, comme je suis très gradé, il me dit, attendez, je vous donne mon crayon, en attendant, je vous donne mon crayon usagé. Voilà. Ça, c'est une des difficultés de la création de l'administration, puisqu'on crée, par définition, c'est pas prévu. Ouais. La première fois que j'ai voulu commander des revues internationales en anglais, il fallait payer en dollars, c'était pas prévu. Et là, on se heurte. Alors, c'est là où je disais, on se heurte à 40%, 50% de personnes qui n'ont pas envie, que ça embête, que ça dérange, et qui vous trouvent plein de raisons pour que ça traîne, quoi. Ils ne vous disent pas non, vraiment, mais voilà. Donc, il faut revenir à la charge plusieurs fois. Il faut une force de conviction. En fait, il faut avoir la foi. Et puis, il faut vraiment croire à son truc, quoi. Voilà. Et puis, on finit par convaincre. Ce qui est très proche du côté, je fais la relation privée et publique, parce que d'un créateur d'entreprise qui se lance dans son entreprise et qui se retrouve à la confrontation et qui doit créer, convaincre et c'est en fait, effectivement, dans le premier, on peut comparer ça à une start-up, quoi, si je puis dire, avec les difficultés qu'on a, et on voit bien d'ailleurs. On commence à avoir maintenant des articles dans la presse, on dit que les startups c'est pas si simple, qu'après un certain temps, par beaucoup de salariés des startups les quittent parce qu'ils se rendent compte que c'est compliqué, etc. Non mais oui, c'est tout à fait comparable. Faut vraiment croire à son projet, mais il faut convaincre plein de gens, et c'est compliqué, voilà. Et je reviens un peu sur ton parcours, parce que comme on le disait, tu as eu beaucoup de postes différents. Tu as beaucoup évolué donc, dans le domaine alors plutôt dans le domaine public, dans beaucoup de postes différents. Tu as eu à affronter beaucoup de situations, un peu de stress, que moi j'appelle un peu de stress fort, dans le sens où c'est engageant avec de la vie des personnes, enfin, la vie des personnes, des fois ils sont mortes, mais il y a quand même des très gros enjeux. Tu nous en as parlé de la catastrophe de la 380. On aurait pu parler aussi on pourrait parler du Concorde. Je crois que tu as intervenu sur l'affaire du Concorde. Tu nous parles de la voiture, de l'affaire Diana. Voilà. Tu nous parlais tout au début, et d'ailleurs c'est ma question, je pense que tu la vois venir, c'est la question que tu as un peu remise à plus tard sur la partie en stress. Comment on réagit, comment toi tu réagis dans une situation où il y a un stress quand même qui n'est pas courant, même dans la vie privée, on a peu ce cas. Tout à fait. Juste avant ça, justement, je vais clore sur le sujet. Donc, on a créé la cellule d'identification de victimes de catastrophes après la catastrophe de l'Airbus. Et puis après, il y a eu plein de catastrophes en France que je ne vais pas énumérer. Mais dans le tunnel du Mont Blanc, sur autoroute, etc., qui m'ont donné une grande expérience. Donc, j'en ai fait 5-6. Mais je me demandais quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait un gros avion qui se crachait du genre Airbus 380, chose comme ça. Voilà. Et là, je veux quand même l'évoquer. Je me vois encore, je crois que c'est le 25 juillet, enfin dans ces eaux-là. Je suis chez moi, il est 17h30, je me vois encore. J'avais un rendez-vous médical, donc je suis chez moi. Le téléphone sonne et on me dit le Concorde vient de se cracher sur Paris, enfin sur proximité. Là, dominé sous stress, j'hésite pas à dire que pendant 30 secondes, j'ai mes jambes qui ont tremblé, quoi, en disant comment on va faire, et il va falloir y aller. Bon, et puis j'y suis allé, je ne vais pas revenir dessus, parce que ça pourrait justifier une conférence en soi. Oh oui, mais je suis allé sur le terrain, j'ai été à l'Institut médico-légal, j'ai participé à l'identification, j'ai organisé même avec la directrice de l'Institut médico-légal, on était deux, l'identification des victimes. Alors, problème compliqué, c'est le Concorde, symbole national. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un charter d'Allemands. Donc, problème international. En plus, je le dis parce que maintenant, c'est plus ça. À l'époque, la gendarmerie était au ministère de la Défense, la police nationale au ministère de l'Intérieur. Les relations n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Donc, on est en zone police, comme on dit. C'est la gendarmerie qui fait l'enquête. Et étonnamment, j'étais tout seul dans le truc. Aujourd'hui, il y a plein d'officiers communication, etc. Mais j'ai dû faire face aux médias tout seul. Enfin, une expérience extraordinaire. Alors, ce qui peut étonner, c'est que, ça va, j'arrive à en parler à l'instant sans émotion. Ça n'a pas toujours été le cas. L'émotion que j'avais en parlant, c'est pas le fait que j'étais à côté des 120 cadavres, enfin, à la morgue. Voilà, c'est le fait d'avoir vécu un moment extraordinaire.
Voilà, Okay. alors peut-être que c'est le cas, je ne sais pas, une équipe qui gagne la Coupe du Monde de football. Enfin, parfois on a envie des moments extraordinaires, hein, et c'est ça qui me donnait beaucoup d'émotion. Mais c'était compliqué. Et alors justement, ça me permet de rebondir maintenant sur ta question, comment prendre des décisions. C'est pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu, parce que ce soit jeune capitaine, commandant un escadron de gendarmerie mobile, ou général de corps d'armée dirigeant une grande opération, finalement les principes sont un peu les mêmes. Simplement, on n'a pas le même âge et on n'est pas à la même dimension, mais servir au même. Et précisément, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la prise de décision, je veux dire, dans l'opération immédiate, où on a peu de recul, il faut décider tout de suite. Voilà. Ouais. Alors là, voilà. Alors ça, c'est typiquement le cas d'une opération de maintien de l'ordre. Hein, et puis là, on n'a pas le temps de discuter, etc. Je dirais que dans ce cas-là, on décide. D'abord, on n'a pas le temps d'avoir du stress. Tous ceux qui ont vécu ces genres d'événements, même un début de crash aérien, etc., on n'a pas le temps d'avoir de stress. Le stress, il vient après. Okay. Voilà, c'est-à-dire sur le moment, on réagit, on n'a pas le temps de. Voilà, d'abord, il faut penser aux autres, etc. Voilà. Et le stress, alors c'est pas du stress, c'est du stress post-opération. Ben là, très clairement, on agit par acte réflexe. Hein, et le secret de la réussite, c'est l'entraînement préalable. C'est pour ça que les pilotes passent des heures en entraînement. C'est pour ça, par exemple, qu'il faut savoir qu'en gendarmerie mobile, il existe un centre d'entraînement des forces gendarmerie mobile qui se trouve à Saint-Astier, en Dordogne, où là, il y a un village qui est reconstitué. Hein, et puis, on s'entraîne à la manifestation. Alors, côté un petit peu amusant qui peut faire sourire, c'est que par exemple, il y a 4 escadrons de gendarmerie mobile, il y a 3 escadrons qui jouent les escadrons, et puis un escadron de gendarmerie mobile qui joue les manifestants. Et là, on demande aux gendarmes de s'habiller en civil, un peu n'importe comment, hein, en jean, en t-shirt, etc. Ils balancent un peu des pavés, enfin des choses comme ça, puis ils jouent les manifestants. Et alors, ce qui peut faire très curieux, c'est que quand on est côté force de l'ordre, enfin on joue ce rôle-là, il faut être attentif, puisque ça peut très vite dégénérer. Parce qu'en fait, les gens se prennent au jeu. En plus, comme ils sont manifestants, ils savent très bien comment les gendarmes vont réagir, donc ils agissent manuellement. Donc la difficulté quand on s'entraîne dans l'ordre d'exercice peut être de calmer les gens pour pas qu'ils finissent par se taper dessus, qu'ils se prennent au jeu. Voilà. Bon. Donc on s'entraîne dans différentes situations et on agit par acte réflexe parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je suppose. Voilà. C'est très intéressant parce que ça. Alors c'est vrai que. Et c'est là où, pourquoi je trouve que ton expérience est riche, c'est que moi j'ai l'habitude d'interroger des gens qui sont en gros dans des bureaux, qui créent des entreprises. Alors que toi, tu as une expérience sur le terrain dans d'autres situations. Après, là je vais aborder, c'est ce que tu évoques. Alors le fait d'agir par acte réflexe, c'est plutôt quand on est en unité élémentaire, si je peux dire. Quand on arrive à un niveau plus élevé, que ce soit dans le privé, etc., il faut mettre des équipes en branle. On a un petit peu de temps, je veux dire, on a le temps de réfléchir. Là, c'est plus l'acte réflexe. Eh bien, je dirais qu'à nouveau, le secret de la réussite, c'est à nouveau la préparation à l'entraînement, mais de manière plus réfléchie et plus calme, hein, de manière à minimiser la surprise et puis les mauvaises décisions. Alors, c'est vrai que le métier militaire est un métier où on est habitué à décider, à commander. C'est assez connu, c'est peut-être ce qui nous caractérise. C'est des fois ce que peut me reprocher un peu ma femme, je suis peut-être un peu directif, hein, mais il faut savoir qu'on est habitué à ça. Quand on est jeune officier, justement, à Melun, à l'EOGN, on apprend à commander des unités élémentaires. Quand on est officier supérieur, commandant lieutenant-colonel, on suit ce qu'on appelle un brevet d'enseignement militaire supérieur, autrement appelé école de guerre, où on apprend justement la méthode de renseignement tactique, comment réfléchir. Ce que font d'ailleurs ce que font certains dirigeants dans le privé, dans des écoles du style ESSEC ou HEC ou genre de business, pour étudier les cas. Hein. Alors, il faut apprendre quoi ? D'abord, il faut. Après, on tombe sur quelles sont les clés pour prendre les bonnes décisions, finalement. Quelles sont les clés pour prendre les décisions? Et j'en parle d'autant mieux que maintenant, je participe avec Société Fidens, où j'étais salarié à l'époque, maintenant je suis indépendant, je disais, à des exercices de crise. Et je trouve ça très intéressant. Hein, parce que justement, ça permet de se mettre en condition pour prendre les bonnes décisions. Parce que justement, il faut être en condition de prendre les bonnes décisions. Et pour moi, c'est la difficulté. Hein. Et il faut savoir que en ce moment, par exemple,
pour les Jeux Olympiques, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité et de l'information, a prévu un exercice type et elle a demandé à toutes les collectivités territoriales qui vont recevoir des compétitions, oui. De faire un exercice de crise en cas de cyberattaque. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de le faire lors d'une collectivité, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est de faire un exercice de crise. Alors, déjà, ce qui est très important, c'est de le faire. Et ça, c'est pas la chose la plus répandue. Oui. Tout simplement parce que le business prime, quoi. Voilà, on est bouffé, c'est la vie, par la vie quotidienne. Et c'est un peu comme l'assurance. Bon, on est tous assurés dans notre logement parce que c'est obligatoire. Si c'était pas obligatoire, je suis pas sûr qu'on serait assuré. Voilà. Donc tout le monde dit qu'il faudrait faire des exercices, sauf que quand on veut programmer, telle période il y a le budget, telle période machin, etc. Donc déjà, la condition, c'est que la direction générale donne le là et dit il faut le faire. Et le jour où on le fait, c'est prioritaire sur le reste. Et ça, c'est un choix de management. Sinon, les collaborateurs trouvent plein de bonnes raisons de se faire représenter, pas de là, etc. Voilà. Après, il faut se mettre, c'est le fait de se retrouver dans une salle de crise, dans un exercice de crise. Moi, ce que je trouve qui est très important, c'est d'être dans des conditions idéales pour que les décisions soient bien prises et que donc il y ait les bonnes personnes bien positionnées au bon endroit et bien organisées. Voilà. C'est tenté de dire que quelle que soit la problématique donnée, il y a toujours un expert ou plusieurs qui pourront apporter la solution. Encore faut-il qu'ils soient en mesure et en état de l'apporter. Donc ça suppose alors ça, c'est par exemple, c'est ce que j'aime bien jouer. Enfin, je voyais avec Fidens. Au début, on disait, il disait, réunion en salle de crise. Quand on fait un exercice, forcément, on prévient les gens. Alors certains, après, me disent, ça serait bien de le faire inopinément. Bon, c'est une erreur, parce que si on fait un exercice dans une entreprise inopinément, la moitié des gens ne seront pas là. Oui. Alors, la réalité, ce serait ça. Mais bon, comme on veut tirer un maximum d'enseignement, il faut prévenir les gens. Mais par exemple, on va leur dire un exercice de 8h30 à 12h30. Et je le dis tout de suite, l'idéal, c'est d'enchaîner immédiatement par un déjeuner sur place, non pas pour manger, quoique, mais surtout pour tirer un enseignement à chaud, fondamental. Bon. Mais je voyais au début, la convocation, c'était un peu exercice de crise, et à 8h30, tout le monde dans la salle de crise. Non, surtout pas. Parce que les gens se préparent. Non, vous restez chez vous, vous savez qu'il y a un exercice de crise, mais voilà, et on déclenchera la crise quand on aura envie. Mon idée, c'est de dire, les gens savent qu'il y a un exercice, à 8h30, ils se préparent, puis comme il ne se passe rien, ils commencent à aller sur l'ordinateur, donc ils sont dans leur truc, puis au moment où on leur dit réunion de salle de crise, ils doivent interrompre une activité comme ça serait le cas en réalité. Et puis ça me fait toujours sourire de voir ça. On joue le fait que les gens arrivent en salle de crise. Et déjà, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que les gens se mettent n'importe comment. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, voilà. Or, c'est une erreur majeure. C'est pour ça, par exemple, le jour où j'étais dans une entreprise, c'est rigolo, les gens se sont mis alignés les uns les autres, et le directeur général s'est mis tout au bout. Donc pendant toute la matinée, il a passé son temps, alors que l'idéal, c'est de s'y mettre au milieu, qui mettent autour de lui ses collaborateurs principaux, voilà, et puis rejeter à distance tous ceux qui font du soutien et qui sont moins importants, qui se contentent d'écouter ce qui se dit, puis d'intervenir. Et ça, c'est pas du tout la chose. Alors, moi, je suis très habitué à ça, parce que c'est vrai que dans l'administration, c'est comme ce qui se passe. Dans l'administration, il y a un sens un peu hiérarchique développé. Et par exemple, quand il y a une réunion, il y a une crise, et une réunion avec le préfet, par définition, le préfet est au centre, c'est comme ça, les adjoints sont autour, etc. Enfin, c'est très habituel dans l'administration. Okay. Je me rends compte que dans le privé, c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est le premier point. La difficulté également, c'est de faire travailler ensemble des gens dans une situation de crise. Je m'explique. Évidemment, en situation de crise, il y a le directeur général ou équivalent avec les directeurs. Ils sont habitués à se réunir dans des COMEX. Sauf qu'un COMEX, sur une réunion prévue à l'avance, avec des points à l'ordre du jour, et chaque point à l'ordre du jour fait l'objet d'un dossier préalable bien connu. Et il y a quelqu'un qui... Alors que là, on se trouve confronté brutalement à une situation inconnue, les gens doivent interférer avec eux de manière anormale, et avec le phénomène, alors j'y viens, de stress. Il faut savoir qu'en situation de crise, les gens sont stressés. Alors c'est dans la littérature, c'est classique, et le fait d'être en stress peut amener à des mauvaises décisions. Et c'est vraiment en ça que l'entraînement permet de faire face à ça. Un truc aussi qui m'amuse toujours, c'est que, bon, évidemment, on simule un exercice, on joue dans la matinée, mais on simule un exercice qui pourrait durer longtemps dans le temps. Oui. Donc ce qui me fait rire à chaque fois, c'est que les gens viennent avec leur téléphone portable, mais sans chargeur, sans leur chargeur.
Bon, très vite, voilà. Il est 11h du matin, l'exercice est censé durer la journée, donc personne n'a pensé à commander un repas. Bon, bah oui, mais il y a des contraintes logistiques qui sont fondamentales, il faut penser à manger. Il faut qu'il y ait un logisticien qui soit là pour faire du café, et ça, premier exercice, c'est jamais réalisé. Bon. Autre chose, est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Est-ce que la salle est appropriée? J'ai en tête une collectivité territoriale que je ne citerai pas, où finalement ils ont changé 3 fois. Parce que la première fois, ça n'allait pas du tout. Ils ont pensé qu'une seconde irait mieux, puis bon, c'était pas bien, puis là, ils reviennent de rechanger. Bon, maintenant, ça a l'air. Faut être dans des conditions appropriées, surtout s'il faut durer. Après, la difficulté, en cas de crise, c'est qu'il y a plein de renseignements qui arrivent en même temps. Donc il faut faire la synthèse, il faut une discipline de parole, etc. Enfin, voilà. Je me suis rendu compte à l'expérience qu'une fois que les gens ont fait ça 2-3 fois, après ça se passe mieux, ils sont plus à l'aise. Hein. Faut dire aussi que les gens, dans ce cas-là, sont un peu sortis de leur bureau, donc ils quittent leur zone de confort. Hein. C'est un argument qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc il faut se mettre dans de bonnes conditions. Matériel, je veux dire, et organisationnel. Enfin, l'autre jour, j'étais un exercice de crise, enfin, c'est dingue. Le directeur se positionne, et puis ils avaient choisi de mettre des récapitulatifs sur des tableaux de papier qu'ils affichaient au mur. Pourquoi pas? Sauf qu'ils étaient dans le dos du directeur, parce qu'il était là, et ça a duré toute la matinée, quoi. Hein. Alors, j'ai pas besoin de le dire, parce qu'à la fin, il faut mieux que les gens réalisent par eux-mêmes. Ouais. La dame, d'accord, c'est une femme, elle dit, mais finalement, il faut peut-être que je me mette de l'autre côté. Ben, je dis oui. Hein. C'est-à-dire que tout simplement, le plan de table, si je peux dire, doit être réfléchi. Hein, voilà. Donc il faut donc s'organiser matériellement pour qu'on soit de bonnes conditions pour durer. Et voilà. Bon. Après, il y a le mécanisme intellectuel de prise de décision. Et là, je voulais en dire un mot. Hein. Le problème en situation de crise ou même de non-crise, enfin, quand on n'est pas en crise, c'est plus facile, c'est pour le directeur général, si je veux dire, de prendre la bonne décision. Et ça, c'est quelque chose auquel moi je suis attentif, parce que finalement, c'est vrai que dans la gendarmerie, moi j'ai toujours été en commandement, c'est comme ça, le bazar, sauf 2 ans. J'ai bien vu la différence, parce que précisément, quand je suis à l'IRCGN pendant 6 ans, je vais commander La Rochelle pendant 3 ans, je reviens, et en mon absence, il y avait un directeur de l'IRCGN. Hein. Et quand je reviens, finalement, je suis son adjoint pendant 2 ans avant de reprendre le manche. Et c'est là que j'ai vraiment vu la différence. Donc j'étais l'adjoint numéro 2. Hein. Et c'est là que j'ai vu la différence, parce que je recevais des gens qui se plaignaient, qui me disaient des trucs, etc. Bon, j'écoutais poliment, je donnais mon avis. Puis après, je disais, ils vont voir le patron à côté, puis ils décident. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Le second point, il s'avère que ce colonel en question, c'était un Breton, alors je ne vais pas donner son nom, mais un homme de caractère, etc. Donc il est arrivé parfois qu'il prenne des décisions qui n'auraient pas été les miennes, mais il avait la qualité, quand il prenait une décision, après on s'y tenait, et toute la suite allait dans le même sens. Hein. Et ça me rappelle une Anglaise que j'avais vue, puisque j'ai eu aussi la chance de diriger, d'être président européen des directeurs de police scientifique, ce qui est assez dingue, parce que j'étais très jeune. Quoi, hein. Tout ça, c'était en anglais. Et ma prédécesseur, qui était une femme, me dit, Serge, devant un problème, il y a souvent 3 bonnes solutions. Alors, je trouve rigolo 3, parce qu'en général, on dit 2. Elle me dit, l'essentiel, si on a choisi une, après, c'est de s'y tenir. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi cohérence des décisions. Bon. Mais la prise des décisions, c'est compliqué. La prise de décision, c'est compliqué parce que c'est le problème de refaire la guerre après coup. C'est qu'au moment où on prend la décision, on n'a pas tous les éléments, en particulier en période de crise. Oui. Bon, c'est la très grande difficulté. Bon. Donc il faut faire très attention. Hein. Et là, je reviens. Pour cette réunion, c'est un peu notre échange, c'est un peu ce que j'ai revu tout à l'heure. Hein. L'exemple que je cite souvent, qui est typique, qui est dans la littérature, hein, c'est l'exemple de l'explosion de la navette Challenger là, en janvier 86, qui explose. Et c'était une explosion programmée, si je puis dire. Alors ça vient de quoi, hein, c'est pas forcément bien connu. C'est le fait que les boosters étaient retenus au corps principal avec des joints en caoutchouc, j'en sais trop rien. Et puis il s'avère qu'ils fonctionnaient bien qu'entre une place de température. Et quand la fusée a été lancée, il faisait très froid, je crois. Donc on était en dessous de la plage, voilà. Et il y a un technicien qui dit, mais il fait trop froid, et donc il y a un risque que ces joints durcissent, etc., qu'il y ait une fuite et que ça explose, voilà. Donc ça avait été dit, quoi. Hein. Et la fusée a décollé quand même. Alors pourquoi ? Parce que là, on se heurte au phénomène classique de prise de décision.
hein, et comme on dit parfois, de manière un peu caricaturale a priori, se méfier des décisions prises à l'unanimité. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ceux qui auraient pu avoir une opinion dissidente n'ont pas pu l'exprimer. Et là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On est dans une contrainte terrible parce que le programme Challenger, pour qu'il soit rentable, il faut une trentaine de vols. Il y a du retard parce que ça fait déjà 6 mois que ça traîne. Il faut absolument que ça parte. Donc il y a la pression de la NASA pour que ça parte. Voilà. Alors le technicien de la société sous-traitante qui dit que les joints pourraient lâcher, bon, il y a une réunion de crise qui est organisée. Donc par la société sous-traitante avec la présence de la NASA, hein, et la pression psychologique est telle que celui qui pouvait objecter n'ose pas, si je puis dire, ou se fait contraindre et n'ose pas vraiment se lever, dire qu'il ne faut absolument pas que ça se fasse, etc. Hein. Et ça, je trouve que c'est la difficulté quand on est un patron de la prise de décision. Il faut savoir prendre le temps d'écouter les avis des uns et des autres, et surtout, et ça c'est compliqué, laisser passer et donner la parole et force aux opinions dissidentes, comme on dit. Voilà. Et ça c'est compliqué parce que quand on prépare une réunion, souvent on a sa propre opinion, sa propre idée, on veut convaincre, hein, et s'entendre être mis en cause par un subordonné qu'on est là devant les autres, c'est toujours délicat. Hein. Il y a une question d'ego. Et puis, voilà, sans parler de les collaborateurs qui vous donnent leur avis, enfin qui vous disent ce que vous voulez entendre. Hein. Donc déjà, la règle d'or, mais ce n'est pas la chose la plus répandue, c'est surtout de parler qu'en dernier. Voilà. Et puis ceux qui lèvent timidement le doigt à peine, etc., leur donner la parole. Et puis insister. Et puis faire taire ceux qui veulent absolument justement s'imposer à dire attendez, monsieur a quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois. Je me souviens très bien d'une réunion, c'était après le Concorde. Il y avait une décision à prendre, voilà, et on était en conseil de direction. On était 6 à l'époque, et mon adjoint, les 4 chefs de division. Donc on fait un tour de table, on est tous du même avis, puis il y en a un qui dit qu'il n'est pas d'accord. Bon. Alors j'étais un petit peu gêné, etc. Hein, mais là j'ai dit bon, c'est que c'est pas mûr, attendons. Et finalement on a fait 2 réunions successives, alors, on avait le temps, hein, oui. Et au final, eh bien, il a réussi à convaincre tout le monde qu'il avait raison, et voilà. Et j'aurais très bien pu vouloir passer en force, comme on dit, notamment sur la règle de la majorité. C'est une des raisons pour lesquelles, moi je suis passionné de droit, comme tu le sais, hein, on l'a vu pendant la semaine. C'est un peu étonnant en droit anglo-saxon, quand il y a une décision de justice qui est rendue, par exemple de la Cour suprême des États-Unis, la décision est rendue, mais sont également publiées ce qu'ils appellent les opinions dissidentes. Oui. Ce qui est d'ailleurs, de mon point de vue, donne un peu moins de force à la décision, parce que quand on voit une décision fondamentale telle que l'avortement ou autre, prise à une majorité de 5 contre 4, enfin bon, mais c'est toujours évidemment intéressant d'entendre les éléments contradictoires. Alors qu'en France, on dit le tribunal a décidé, hein, et on ne sait pas la décision. Enfin voilà, donc je pense que, alors ça c'est un phénomène qui est bien connu, si vous voulez, le problème de prise de décision en groupe, il faut être très très prudent, parce qu'on peut être amené à ne pas prendre la bonne décision, parce qu'on s'est mal organisé. Bon, super. Et il y a un autre point que je tenais à dire, alors là c'est peut-être plus vrai, je reviens peut-être sur les actes réflexes sur le terrain, oui. Ne pas communiquer son stress. Okay. Quand on est un patron et qu'on est confronté à une situation difficile, on est stressé. Hein. Mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter de communiquer à ses collaborateurs, ne pas mettre de pression, donner l'impression qu'on est calme même si on boue intérieurement. Hein. Ça, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais commandant de groupement à La Rochelle. Bon, c'est les hasards de ma carrière. Moi, j'ai vécu plein d'événements hors du commun. J'ai en particulier une cavale contre une brigade de gendarmerie avec des problèmes médiatiques, etc. Enfin, c'est duré 1 an et demi l'affaire. Bon. Donc tous les matins, je lisais le journal local, le Courrier de l'Ouest, je crois, en me disant qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Enfin, c'était ahurissant. Hein. Et finalement, quand je suis parti, les gens du secrétariat m'ont dit mon connaît, on était vraiment étonnés parce que vous faisiez preuve d'un calme olympien, oui, sauf que je bouillais intérieurement. Quoi, hein. Ouais. Et voilà. De la même manière, je me souviens très bien une fois, là c'est dans le cadre de sécurité informatique, on va changer de sujet, quand j'étais à Scoutum, un jour, c'est vrai que les informaticiens étaient au sous-sol, hein, dans la cuve, comme on dit parfois, et puis ils m'appellent, moi j'étais RSSI, j'étais à côté du patron, au 2e étage.
Ils m'appellent, je descends, et là je vois qu'ils ont un problème d'informatique grave, ils ne savent pas ce qui se passe, qui aurait pu être un piratage, comme on dit aujourd'hui, hein, et ils ne savent pas. Bon. Alors évidemment, j'aurais très bien pu les enquiquiner. La décision que j'ai prise, c'était de m'asseoir, écouter, pas poser de questions. Bon, je suis quand même ingénieur, donc je peux comprendre ce qui se dit, hein, de ne pas te poser de questions et de ne pas les stresser en posant des questions sans arrêt qui enquinent. Alors je suis monté au 2e étage, je suis allé voir le patron en disant on a un problème, etc. Mais lui, c'était l'inverse. Toutes les heures, il m'appelait Serge, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça sert à rien. De toute façon, on ne fait qu'énerver les gens. Hein. Ils font à partir du moment où on a observé justement que les gens font ce qu'ils ont à faire, on ne va pas précipiter les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis rendu compte lors du dernier exercice que j'ai fait il n'y a pas longtemps, justement, dans le cadre de l'Annecy. Les gens disaient, celui qui jouait le directeur d'exercice, il dit c'est embêtant parce qu'il y a des moments où on s'ennuie un peu, parce qu'il ne se passe rien, etc. Bon, alors je lui dis d'abord, tant mieux qu'il ne se passe rien, ça donne des moments de réflexion, puis en réalité c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes d'aller sur le terrain, etc. Et les minutes paraissent interminables, quoi. Alors qu'il faut avoir la patience d'attendre. Voilà. Je peux peut-être continuer également sur un dernier point, puis j'en aurai terminé. Je pense qu'on peut encore en venir. Je reviens sur justement ce qui se passe, c'est que, merci de m'avoir écouté, mais quand j'étais jeune, moi, j'ai aussi eu la passion d'écouter des anciens. Et ça m'a beaucoup servi. Et je vais revenir justement, et je reviens sur le début, sur la catastrophe du pont Saint-Odile. Oui. Il s'avère que là, c'était très ennuyeux, une très grave polémique, parce que les secours ont mis 4 heures pour intervenir, au moins. Il faut savoir que l'avion, il se crache en haut de la montagne, dans la forêt, dans la neige, il fait nuit. Bon. Et les secours ont mis que 4 heures pour intervenir, et c'est des gens du pays qui sont montés dans des chemins, là, il faisait nuit, qui ont redescendu des blessés à dos d'hommes, ou de femmes, et certains sont morts, enfin ils auraient peut-être pu être sauvés, etc. Alors pourquoi ? Parce que la colonne de secours, avec des gendarmes, des pompiers, etc., finalement, ils étaient partis ailleurs. Voilà. Et donc, le préfet et le colonel de gendarmerie ont été gravement mis en cause. Ils ont failli passer devant les assises. Bon, au dernier moment, ça ne s'est pas fait, mais voilà. Et alors, le colonel Bourra, il donne son nom, je m'en souviens très bien. Par 2 fois, j'avais assisté à ces conférences pour tirer des enseignements de cette affaire-là. Il disait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème d'homonymie de lieu-dit. Donc, ils sont précipités à un endroit qui n'était pas le bon. Et il disait, si c'était à refaire, au lieu de partir tout de suite, bille en tête, comme on dit dans l'armée, je resterai une demi-heure à mon bureau à réfléchir comment m'organiser. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, que j'ai mis d'ailleurs en œuvre pour le Concorde. Quand on m'a dit le Concorde s'est craché, j'aurais pu dire on va envoyer les équipes tout de suite, ça n'aurait servi à rien. Là, j'ai dit aux gens, puisqu'on est en caserne, rentrez chez vous, mangez, puis vous verrez quand je vous appellerai. Alors que tout le monde voulait y aller, évidemment. C'était pas utile. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que l'ennui, une fois qu'un truc est mal emmanché, on ne peut plus revenir en arrière, quoi. Ok. Voilà. Super. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter sur ces éléments-là. Mais en tout cas, bon, comme les auditeurs le savent, je ferai un petit débrief pour reprendre un peu les points, parce que il y a plein de points qui ont été super intéressants sur la prise de décision. Donc, je reviendrai sur les points qui m'ont marqué. Mais en tout cas, Serge, merci beaucoup pour ton temps et pour ton retour d'expérience riche et très, très illustré, parce que c'était ça aussi qui était très intéressant. Donc merci beaucoup, et puis on se retrouve pour le débrief de suite. Voilà, merci François. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Bon, parlons un peu de ce podcast. Un podcast très dense, très riche, plein d'enseignements, d'histoires de vie, d'expériences. Et en fait, j'en retiens plusieurs choses. La première chose, c'est que ça fait du bien d'avoir un point de vue de quelqu'un qui n'est pas en fonction, ou plus en fonction, du moins pas dans ses fonctions sur lesquelles je l'interrogeais, mais surtout qui pouvait donner un avis différent sur sa fonction. Parce que oui, du fait de sa carrière dans la fonction publique, on découvre un autre mécanisme, une autre manière de penser, une autre manière d'approcher son métier, et surtout de prendre ses décisions. Et c'est là où je trouve ça très intéressant, parce que en fait Serge nous montre comment il faut traiter avec l'administration. La lenteur, la patience qu'il faut avoir,
le respect de la hiérarchie, mais tout en étant assez malin pour pouvoir faire évoluer les choses. Et en plus, comment on peut être innovant? Comment on peut proposer des choses nouvelles? Comment être force de proposition? Tout ça dans un respect et dans une pensée qui s'est construit au fur et à mesure et que Serge là nous explique. Et deuxième chose que je retiens aussi, c'est comment on prend une décision dans des métiers à tension ou à très forts impacts, comme être membre des forces de l'ordre, et qu'une décision peut changer des vies. Plusieurs, de gens qu'on a en face, de gens qu'on a à ses côtés. Voilà. Des décisions qui ont un vrai impact. Et là, je trouve que les conseils de Serge sur la patience, le fait de ne pas communiquer son stress à l'extérieur, de pouvoir prendre un pas en arrière, de faire un pas en arrière, sont juste capitales. Et c'est des enseignements que moi, je retiens et que je vais essayer d'appliquer. En tout cas, j'espère que pour vous aussi, vous aurez trouvé plein d'enseignements. Allez, à très vite. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.